Je me tenais dans ma cuisine, fixant l'épaisse enveloppe Kraft que j'avais entre les mains. Le papier semblait inhabituellement lourd, officiel et froid. J'ai glissé mon pouce sous le rabat pour le déchirer, m'attendant à un banal avis d'imposition ou à une convocation pour être juré. Au lieu de cela, mes yeux se sont rivés sur les lettres noires et grasses en haut de la page. Assignation civile. Les noms des plaignants m'ont glacé le sang. Arlon et Altia, mes propres père et mère. J'ai parcouru le document jusqu'au montant qu'ils réclamaient. 500 000 $. Pour ce que le document décrivait comme le remboursement du soutien financier et émotionnel fourni durant mon éducation. J'ai eu l'impression que l'air avait été violemment aspiré de la pièce. Mes propres parents avaient mis un prix d'un demi-million de dollars sur mon existence. Puis mon téléphone a vibré. C'était un SMS de ma mère, un message que je n'oublierai jamais, jamais de ma vie. Tu es une erreur ingrate, Adler. Si j'avais su que tu deviendrais aussi insensible, je n'aurais pas gaspillé le moindre centime pour te nourrir. Je me suis effondré sur mon tabouret de cuisine, les documents juridiques tremblant dans mes mains. 500 000 $. L'absurdité pure de la situation résonnait dans mon appartement silencieux. Ce n'était pas seulement une demande d'argent. C'était une déclaration de haine absolue. C'était une punition pour avoir osé dire non à l'enfant chéri. Pendant 34 ans, j'avais été le fils invisible. J'étais le gestionnaire de flotte pour une entreprise de logistique commerciale. Un gars qui passait ses journées à gérer des moteurs diesel en panne, des chauffeurs de camions épuisés et des plannings de livraison chaotiques. J'avais les mains calleuses. Mon dos me faisait toujours mal. Et je gagnais chaque centime de mon salaire par un travail éreintant et sans fin. J'ai fermé les yeux, et les souvenirs de leur prétendu soutien financier et émotionnel ont refait surface. Je me suis souvenu de l'été de mes 14 ans. J'avais les dents si tordues que les enfants, à l'école, se moquaient de moi sans cesse. J'ai supplié mes parents de me payer un appareil dentaire. Ma mère, Altia, a soupiré lourdement, se frottant les tempes comme si ma demande était un fardeau physique. Nous n'avons tout simplement pas l'argent pour de telles vanités, Adler, m'a-t-elle dit en me chassant d'un geste de la main. Alors, j'ai pris les choses en main. J'ai passé toutes mes vacances d'été à arracher les mauvaises herbes, à tondre les pelouses et à nettoyer les gouttières sous un soleil de plomb. J'ai économisé chaque billet d'$1 froissé dans une boîte à chaussures sous mon lit, jusqu'à ce que j'ai enfin assez pour payer l'appareil dentaire en métal le moins cher que l'orthodontiste local proposait. Je l'ai payé moi-même, en espèces trempées de sueur. Exactement une semaine après avoir eu mon appareil, mon frère aîné Channing a obtenu son diplôme de fin de lycée. Channing était l'enfant chéri. Il était charmant, bruyant, et exigeait constamment d'être sous les feux de la rampe. Quand il a traversé la scène pour recevoir son diplôme, mes parents ont applaudi si fort qu'ils en ont perdu la voix. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son d'un moteur qui vrombissait. Je suis sorti dans l'allée et j'ai vu Channing assis au volant d'une Mustang vintage rouge vif. Mon père, Arlon, polissait fièrement le capot. Cela leur a coûté des milliers de dollars. De l'argent qu'ils avaient magiquement trouvé, quelques jours seulement après m'avoir dit qu'ils ne pouvaient pas se permettre de réparer mes dents. C'était la dynamique. C'était toute ma vie. J'étais la bête de somme. Channing était le cheval de parade. J'ai grandi, j'ai financé mes études universitaires sans aucune aide, j'ai remboursé mes propres prêts étudiants, et j'ai construit une vie solide et tranquille. J'ai acheté ma propre voiture d'occasion, loué mon propre appartement, et économisé mon argent méticuleusement. Je ne leur ai jamais demandé le moindre service. Pendant ce temps, Channing a traversé la vie sur un tapis rouge déroulé par nos parents. Il est devenu directeur d'agence dans une banque, a épousé une belle femme nommée Fallon, a eu 2 fils, et vivait dans une maison de banlieue impeccable. Mes parents vénéraient le sol sur lequel il marchait. Il était celui qui avait réussi, celui avec le titre impressionnant, celui dont il se vantait lors des réunions de famille pendant que je restais assis en silence dans un coin. Mais alors que j'étais assis dans ma cuisine, regardant le procès qui menaçait de détruire tout ce que j'avais construit, une réalisation froide et dure s'est imposée à moi. Ils ne me poursuivaient pas parce qu'ils avaient besoin d'être remboursés pour m'avoir élevé. C'était juste l'arme légale qu'ils avaient choisie pour m'humilier. Ils me poursuivaient parce que j'avais finalement cessé d'être leur distributeur automatique de billets, silencieux et docile. J'avais finalement tracé une ligne dans le sable. J'avais finalement refusé de nettoyer le désastre catastrophique de mon frère parfait.
Pour comprendre comment mes propres parents ont décidé de me traîner devant un tribunal et d'essayer de ruiner ma vie pour un demi-million de dollars, il faut remonter 8 mois en arrière. Il faut retourner au jour où le soleil a disparu de leur ciel. Il faut retourner au jour où le monde de mon frère parfait a complètement et totalement implosé. La déchéance de Channing a commencé un mardi pluvieux de novembre. Pour le monde extérieur, il était l'image même du succès. Mais la façade s'est violemment brisée lorsque sa femme, Fallon, a ouvert un relevé bancaire que Channing avait négligemment laissé sur l'îlot de la cuisine. Ce n'était pas un relevé de leur compte courant commun. C'était une facture de carte de crédit, et elle était remplie de dépenses pour des chambres d'hôtel de luxe, des bijoux haut de gamme et des dîners romantiques. Fallon a creusé plus profondément, et la vérité s'est déversée comme un déchet toxique. Channing avait une liaison depuis plus d'1 an. Et pire encore. Il finançait sa double vie en vidant secrètement les comptes d'épargne-études qu'ils avaient ouverts pour leurs 2 jeunes garçons. Fallon n'a pas seulement pleuré. Elle est partie en guerre. En 48 heures, elle avait mis Channing à la porte de leur maison, engagé l'avocat spécialisé en divorce le plus impitoyable de la ville, et exposé ses actions à tout le monde. Mais la destruction ne s'est pas arrêtée là. La femme avec qui Channing avait une liaison était une subordonnée à sa banque. Le scandale est parvenu au directeur régional et, avant la fin de la semaine, Channing a été renvoyé sans ménagement pour avoir enfreint la politique de l'entreprise et utilisé à mauvais escient les fonds de la société. En l'espace de 5 jours, l'enfant chéri a perdu sa femme, ses enfants, sa maison, son emploi prestigieux et sa réputation. J'ai appris tout cela alors que j'étais assis dans la salle d'attente stérile d'un service d'urgence. J'avais glissé sur une flaque d'huile dans la cour de la flotte et je m'étais fracturé l'avant-bras. C'était une fracture nette, mais la douleur était aveuglante. J'étais assis là avec une attelle temporaire, attendant le médecin orthopédiste, quand mon téléphone a sonné. C'était ma mère. J'ai répondu, espérant qu'elle proposerait de venir me chercher pour que je n'aie pas à me débrouiller avec un VTC avec un seul bras valide. Adler, il faut que tu viennes tout de suite. A-t-elle gémi au téléphone, la voix chargée de panique. C'est une catastrophe absolue. Ton frère est en ruine. Fallon a perdu la tête et l'a jeté à la rue. Il pleure sur mon canapé. Il a besoin de toi. Maman, ai-je dit, grimaçant alors qu'une douleur aiguë me traversait le bras. Je suis aux urgences. Je me suis cassé le bras au travail. J'attends le médecin. Est-ce que papa ou toi pouvez venir me chercher dans 1 heure? Il y eut une pause sur la ligne. Une pause qui m'a dit exactement où je me situais dans la hiérarchie de sa compassion. Adler, s'il te plaît. A-t-elle lancé sèchement, son ton passant de la panique à une pure irritation. Ne sois pas si dramatique. Ce n'est qu'un bras cassé. La vie entière de Channing est en train de s'effondrer. Nous ne pouvons pas le laisser seul dans cet état. Il est suicidaire. Tu n'auras qu'à prendre un taxi. Nous gérons une vraie crise ici. Elle a raccroché. Je suis resté assis là, sous la lumière crue des néons, écoutant la tonalité. J'ai fini par commander un Uber, bouclant ma ceinture maladroitement de la main gauche, et je suis rentré dans un appartement vide. Cette nuit-là, alors que je luttais pour ouvrir un flacon d'analgésique d'une seule main, je me suis promis de rester très loin des retombées radioactives de Channing. Mais je suis humain et j'ai un défaut fatal. J'adore mes neveux. Liam et Noah étaient des victimes innocentes de la guerre insouciante de leur père. Quelques semaines plus tard, Channing m'a appelé. Il avait l'air pathétique, petit et désespéré. Il vivait dans un appartement bon marché et exigu à l'autre bout de la ville. Il m'a dit que ses comptes en banque étaient gelés à cause de la procédure de divorce. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas faire les courses pour les garçons quand c'était son week-end pour les avoir. Il m'a dit qu'il allait être expulsé. Mes parents, comme on pouvait s'y attendre, lui ont offert un réconfort émotionnel sans fin. Ils lui préparaient des repas. Ils validaient son statut de victime. Ils lui disaient que Fallon était une femme diabolique qui essayait de le ruiner. Mais quand il s'agissait d'argent réel, il prétendait avoir un revenu fixe et ne pas pouvoir se permettre de lui donner de l'argent. Alors, je suis intervenu dans l'ombre et j'ai fait ce que j'avais toujours fait. J'ai réglé le problème. Je ne voulais pas d'éloges. Je voulais juste que mes neveux aient un endroit chaud pour dormir et de la nourriture sur la table. Je me suis connecté au portail de Channing et j'ai payé le solde de sa carte de crédit en retard pour que ses services publics ne soient pas coupés.
$8 500. Ensuite, j'ai contacté directement son propriétaire et j'ai payé 4 mois de loyer à l'avance. $6 500. J'ai anéanti une énorme partie de mes propres économies durement gagnées en un seul après-midi. $15 000 envolés, juste pour le maintenir à flot. J'ai dit à Channing que c'était un prêt, mais nous savions tous les deux que c'était un mensonge. Je ne reverrai jamais cet argent. Je pensais que lui acheter du temps lui donnerait la marge de manœuvre nécessaire pour trouver un nouvel emploi, pour remettre sa vie en ordre, pour être un père. Je pensais que mes parents apprécieraient silencieusement que je sois intervenu pour sauver leur précieux garçon de la ruine absolue. J'étais si incroyablement naïf. Je n'avais pas réalisé qu'en ouvrant mon portefeuille pour le sauver, j'avais envoyé un message clair et net à ma famille. J'avais prouvé à mes parents que mon argent était à leur disposition. Je pensais que la crise était évitée. Mais le vrai cauchemar n'avait même pas commencé. Si vous avez déjà été celui qui porte le fardeau familial sans jamais recevoir de reconnaissance, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et dites-moi de quelle ville vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Chaque commentaire aide cette vidéo à atteindre plus de monde. Merci beaucoup. La fausse paix a duré environ 2 mois. Mon bras a guéri, le travail est devenu plus intense, et j'ai gardé mes distances avec le drame familial. Je supposais que Channing cherchait tranquillement un emploi et s'adaptait à sa nouvelle réalité. Puis, un jeudi soir, mon téléphone s'est allumé avec un appel de ma mère. J'ai fixé l'écran, un sentiment familier d'angoisse s'installant dans mon estomac. Chaque fois qu'elle appelait, cela signifiait que quelqu'un avait besoin de quelque chose. Mais quand j'ai répondu, sa voix était empreinte d'une douceur artificielle et mielleuse qui m'a immédiatement mis en alerte. « Adler, mon chéri » a-t-elle gazouillé, les mots sonnant étranges sortant de sa bouche. « Ton père et moi préparons un grand dîner de famille ce samedi. Rôti chaud, ton préféré. Nous avons de merveilleuses nouvelles à partager, et nous voulons que tu sois là pour célébrer avec nous. S'il te plaît, dis que tu viendras. » J'ai hésité. Mon instinct me hurlait de trouver une excuse, de dire que je devais travailler tard, de courir dans la direction opposée. Mais la curiosité morbide me rongeait. De merveilleuses nouvelles dans ma famille signifiaient généralement que Channing avait fait quelque chose de tout juste médiocre, et que nous étions tous censés organiser une parade. J'ai accepté à contre-cœur. Quand je suis arrivé chez mes parents le samedi, la berline cabossée de Channing était garée dans l'allée. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant mentalement, et j'ai franchi la porte d'entrée. L'atmosphère dans le salon était chargée d'une étrange énergie théâtrale. Mon père, Arlon, se tenait près de la cheminée, un verre de scotch bon marché à la main, l'air d'un seigneur contemplant son royaume. Ma mère tournait autour de la table basse, un sourire maniaque plaqué sur son visage, et assis sur le canapé se trouvait Channing. Il n'avait pas l'air d'un homme dont la vie venait de partir en fumée. Il avait l'air suffisant. Il ressemblait au chat qui venait d'avaler le canari. « Entre. Entre. » a claironné mon père en faisant un geste avec son verre. « Assieds-toi, Adler. » Je me suis assis prudemment sur le bord d'un fauteuil. J'ai remarqué un épais dossier bleu posé parfaitement au centre de la table basse. On aurait dit un accessoire attendant d'être utilisé. « Alors, quelle est la grande nouvelle ?» ai-je demandé, en gardant une voix neutre. Ma mère a joint les mains, rebondissant presque sur ses talons. « Eh bien, comme tu le sais, les choses ont été si difficiles pour ton frère ces derniers temps. Cet horrible appartement dans lequel il se trouve n'est tout simplement pas un endroit pour les garçons. C'est exigu. C'est déprimant. Et franchement, c'est indigne de lui. Notre famille a une réputation, et nous ne pouvons pas laisser les gens le voir vivre comme un miséreux. » J'ai gardé la bouche fermée. Les $15 000 que j'avais dépensés pour lui assurer cet horrible appartement me brûlaient l'esprit. « Ta mère et moi avons décidé que nous devions agir. » a ajouté mon père en bombant le torse. Nous ne pouvions pas rester là à le regarder lutter. Alors, nous sommes allés à la banque. Nous avons retiré une grande partie de notre épargne retraite. C'était un sacrifice, mais la famille passe avant tout. Nous avons utilisé l'argent pour verser un acompte massif sur une maison pour Channing. Channing a souri, se penchant en avant. « C'est incroyable, Adler. Une villa de luxe dans le nouveau lotissement à Oak Creek. 4 chambres, 3 salles de bain, un immense jardin, un garage pour 3 voitures.
Elle a une cuisine de chef. Mec, les garçons vont adorer. C'est exactement le genre d'endroit où je mérite d'être. Je les ai regardés, essayant de comprendre la folie pure de ce que j'entendais. Channing était au chômage. Il était noyé sous les frais de justice d'un divorce houleux. Il n'avait aucun revenu, et mes parents venaient de jeter leurs économies d'une vie dans une villa de luxe pour lui. C'est un sacré achat, ai-je dit lentement, choisissant mes mots avec un soin extrême. Mais Channing, tu n'as pas de travail. Comment vas-tu obtenir l'approbation pour un prêt immobilier sur un tel bien? Comment vas-tu payer les mensualités? L'énergie maniaque dans la pièce s'est soudainement évaporée, remplacée par un silence étouffant et lourd. Mon père a cessé de bomber le torse. Channing a baissé les yeux sur ses chaussures. Le sourire de ma mère s'est crispé en une ligne fine et sinistre. Elle a tendu la main et l'a posée sur le dossier bleu sur la table basse. Elle l'a lentement ouvert et a fait glisser une seule feuille de papier sur la surface vers moi. « Eh bien, Adler » a-t-elle dit, sa voix abandonnant complètement le ton mielleux. Son ton était maintenant tranchant, calculateur et froid. « C'est là que tu interviens. Nous savons tous à quel point tu réussis dans cette entreprise de logistique. Tu n'as pas de femme. Tu n'as pas d'enfant pour vider tes comptes. Tu es juste assis sur tout cet argent. Nous avons obtenu le prêt, mais la banque avait besoin d'un garant avec un revenu solide et vérifiable. » J'ai baissé les yeux sur le papier. C'était un formulaire d'autorisation de prélèvement automatique pour un prêt immobilier de 30 ans. J'ai parcouru les lignes jusqu'à trouver le montant du paiement mensuel, $2800. Et juste en dessous, tapé proprement dans la section du payeur principal, se trouvait mon nom légal complet. Ils n'avaient pas acheté une maison pour Channing. Ils avaient acheté une dette, et ils me l'avaient emballée comme un cadeau. Mais le vrai choc n'était pas la maison. C'était le sentiment de droit absolu et terrifiant dans leurs yeux alors qu'ils attendaient que je prenne un stylo et que je signe pour aliéner ma vie. J'ai fixé le papier, les chiffres dansant devant mes yeux. $2800 par mois pendant 30 ans. 360 mois à saigner à blanc mon salaire durement gagné pour payer une villa de luxe dans laquelle je ne vivrai jamais. Pour un frère qui avait triché, menti et détruit sa propre vie. Le silence dans le salon était assourdissant. Ils me regardaient comme des prédateurs observant un animal piégé, s'attendant à ce que je me rende simplement. « Vous avez perdu la tête » ai-je murmuré, ma voix à peine audible par-dessus le bourdonnement dans mes oreilles. J'ai levé les yeux, croisant le regard de mon père. « C'est une sorte de blague de mauvais goût ?» Arlon a claqué son verre sur le manteau de la cheminée, le son claquant comme un fouet. « Surveille ton langage avec nous, mon garçon. » a-t-il grogné. Ce n'est pas une blague. C'est le devoir familial. Nous avons tout sacrifié pour t'élever, et maintenant ton frère est en crise. Tu as les moyens de régler ça, et tu vas le faire. Je me suis tourné vers ma mère. Elle se tenait là, les bras croisés, me regardant avec un dégoût pur. « Tu es célibataire et riche, Adler » a-t-elle craché, les mots chargés de venin. « Tu restes dans ton appartement à amasser tes chèques de paie pendant que ton frère souffre. Il est temps que tu paies pour la famille. Il est temps que tu cesses d'être si incroyablement égoïste. » Égoïste ? Ai-je explosé, me levant d'un bond. La chaise a raclé violemment contre le parquet. Vous me traitez d'égoïste ? J'ai regardé Channing, qui se recroquevillait dans les coussins du canapé. Dis-leur, Channing, dis-leur ce que j'ai fait pour toi il y a 2 mois. Channing a refusé de croiser mon regard. Il a marmonné quelque chose d'inintelligible. Dis-leur, ai-je rugi, ma voix faisant trembler les cadres sur les murs. Je me suis retourné vers mes parents, la poitrine haletante. Il y a 2 mois, pendant que vous étiez occupés à lui taper dans le dos, j'ai payé sa carte de crédit pour que ses lumières ne soient pas coupées. $8500. Puis j'ai payé son propriétaire pour 4 mois de loyer. $6500. J'ai claqué $15 000 de mes propres économies pour l'empêcher de se retrouver à la rue, et je n'ai pas demandé un seul merci. Ma mère a levé les yeux au ciel, agitant la main avec dédain comme si je venais de lui dire que je lui avais acheté une tasse de café. C'était de l'argent de poche pour toi, Adler. Ne fais pas comme si tu étais un martyr. Tu peux facilement te permettre ce prêt. Tu n'as même pas de vie pour dépenser ton argent. Channing a finalement retrouvé sa voix, un ton pathétique et plaintif qui m'a écœuré.
Allez, frérot. A-t-il plaidé. Ces 15 000, ce n'était rien pour toi. Tu gagnes un salaire à 6 chiffres. Ne sois pas avare. J'ai besoin d'une vraie maison pour les garçons. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je vive dans un taudis. Je les ai regardés tous les trois. J'ai vu l'illusion. J'ai vu la maladie. J'ai vu que rien de ce que je ferais ne serait jamais assez. Si je leur donnais mon bras, ils exigeraient ma jambe. Ils ne m'aimaient pas. Ils n'aimaient que ce que je pouvais fournir à leur fils préféré. J'ai tendu la main et j'ai ramassé le formulaire d'autorisation de prêt. Mon père a souri, un rictus triomphant se dessinant sur son visage, pensant que j'allais demander un stylo. Au lieu de cela, j'ai saisi le papier à 2 mains et je l'ai déchiré en 2, en plein milieu. J'ai empilé les 2 moitiés et je les ai déchirés à nouveau. Puis j'ai jeté les morceaux déchiquetés sur la table basse, directement sur les genoux de ma mère. « Vous n'avez pas acheté une maison, ai-je dit, ma voix tombant dans un calme glacial et dangereux. Vous avez acheté une cage, et je refuse de m'y enfermer. Payez-la vous-même ou laissez la banque la prendre. J'ai fini. J'ai complètement et définitivement fini. Je leur ai tourné le dos et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Si tu franchis cette porte, Adler, tu es mort pour nous. A crié mon père, le visage violet de rage. Tu m'entends? Mort pour nous. Je ne me suis pas arrêté. J'ai ouvert la porte, je suis sorti dans l'air frais du soir, et je l'ai claqué derrière moi avec assez de force pour faire vibrer les fenêtres. Je suis monté dans mon camion, les mains tremblant si fort que je pouvais à peine mettre la clé dans le contact. Je me suis éloigné de la maison où j'ai grandi, laissant derrière moi les décombres de ma famille. J'ai senti un poids énorme se soulever de ma poitrine. Je pensais avoir gagné. Je pensais qu'en partant, j'avais mis fin à la bataille. Mais je n'avais aucune idée qu'il ne faisait que commencer. Je n'avais aucune idée qu'en refusant d'être leur victime, je m'étais transformé en leur cible. Je me suis endormi cette nuit-là en me sentant libre, complètement inconscient que le lendemain, la vraie guerre commencerait. Je me suis réveillé le lendemain matin au son de mon téléphone vibrant sans relâche contre ma table de nuit. Ce n'était pas un réveil. C'était un bourdonnement continu et furieux. Je l'ai pris, mes yeux plissés contre l'écran lumineux. J'avais 24 appels manqués, 40 SMS non lus, et des dizaines de notifications sur les réseaux sociaux. Mon cœur a commencé à battre à un rythme effréné contre mes côtes. J'ai d'abord ouvert Facebook. Tout en haut de mon fil d'actualité se trouvait une publication massive et dramatique de ma tante Darby, la sœur de ma mère. Darby était la commère de la famille, une femme qui se nourrissait de drames et de misère. La publication était publique, me taguant moi, mes parents, Channing, et une douzaine d'autres parents. Je suis absolument navré et dégoûté jusqu'à la moelle. Commençait sa publication, suivie d'une série d'émojis en pleurs. Voir un fils tourner le dos à ses propres parents dans le besoin est écœurant. Ma pauvre sœur Altia et son mari ont tout sacrifié pour leur enfant ingrat, Adler. Et maintenant que son frère Channing traverse un divorce dévastateur, Adler refuse de lever le petit doigt pour aider. Il est assis sur sa pile d'argent pendant que sa famille souffre. L'argent change vraiment les gens. Honte à toi, Adler. Tu es une honte pour le nom de la famille. La famille d'abord, cœur brisé égoïste. Sous la publication, il y avait plus de 50 commentaires de membres de la famille élargie, d'amis de mes parents, et de gens que je connaissais à peine. Ils me traitaient de monstre. Ils me traitaient de sociopathe. Ils suggéraient que je sois complètement coupé de la famille. Ma mère avait agi vite. Elle avait tissé un récit où ils étaient les victimes tragiques et j'étais le méchant, avide et diabolique, qui gardait sa richesse. J'ai ouvert mes SMS. C'était un barrage de culpabilisation et de menaces. De mon cousin, comment dors-tu la nuit? D'un oncle, tu dois tout à tes parents. Excuse-toi et répare ça. De ma mère, tu détruis cette famille. J'espère que tu es heureux. Je me sentais physiquement malade. J'avais les mains moites. Ils essayaient de me soumettre par la honte. Ils essayaient de rendre la pression sociale si insupportable que je reviendrais en rampant pour signer ce papier de prêt, juste pour que les cris cessent. Puis mon téléphone a sonné. C'était Kendrick, mon meilleur ami et le répartiteur principal de mon entreprise de logistique. J'ai répondu d'une voix rauque. « Et mec, Adler,
Qu'est-ce qui se passe, bordel? A demandé Kendrick, la voix tendue d'inquiétude. J'ai soupiré en me frottant les tempes. Ma famille est en pleine crise. Ils me démolissent sur Facebook. Ce n'est pas que sur Facebook, frérot. A dit Kendrick, son ton devenant plus bas. L'accueil vient de recevoir 3 appels anonymes au cours de la dernière heure. Quelqu'un appelle le siège social. Ils disent au RH que tu as volé de l'argent à ta famille pour acheter un bateau. Ils exigent que tu sois viré pour turpitude morale. Mon sang s'est glacé. Ils n'attaquaient pas seulement ma réputation. Ils essayaient de détruire mes moyens de subsistance. Si je perdais mon emploi, je perdrais mon revenu et je serais aussi démuni que Channing. C'était une frappe calculée et malveillante. Dis au RH que c'est une campagne de harcèlement de la part de membres de ma famille perturbée. Ai-je dit à Kendrick, ma voix se durcissant. Je m'en occupe aujourd'hui. J'ai raccroché le téléphone. Le choc et la douleur ont disparu instantanément, remplacés par une rage brûlante et blanche. Ils avaient franchi une ligne qui ne pouvait être franchie. J'ai alors réalisé que je ne pouvais pas simplement les ignorer. Je ne pouvais pas simplement bloquer leur numéro et espérer qu'ils disparaissent. Je devais riposter, et je devais le faire en utilisant des armes qu'ils ne pouvaient pas manipuler. Je ne suis pas allé travailler ce jour-là. Au lieu de cela, j'ai pris une journée personnelle et je me suis rendu en ville dans un immeuble de bureaux élégants et modernes. J'avais une consultation d'urgence avec Rowena, l'une des avocates en litige civil et en droit de la famille les plus impitoyables de l'État. Rowena était une femme d'une 40aine d'années, vive, observatrice et totalement pragmatique. Elle avait elle-même traversé un divorce brutal et avait une haine personnelle pour les gens qui essayaient de saigner à blanc les membres de leur famille. Je me suis assis dans son bureau luxueux et j'ai tout étalé sur son bureau. Les publications Facebook, les SMS, l'historique avec Channing, les 15 000 $ que j'avais payés, le dîner piège, et la tentative de me faire virer. J'ai parlé pendant 1 heure sans m'arrêter. Quand j'ai eu fini, Rowena s'est penchée en arrière dans son fauteuil en cuir, tapotant un stylo en or contre son bureau. Son expression était illisible. Ta famille part du principe que tu es une victime passive, Adler, a-t-elle dit calmement. Ils croient que s'ils augmentent la pression, tu vas fondre. Cette campagne de dénigrement est conçue pour t'isoler. Mais ils ont commis une erreur critique. Quelle erreur? Ai-je demandé en me penchant en avant. Ils ont laissé des traces écrites, a souri Rowena. Un sourire acéré et prédateur. Les SMS, les publications en ligne, les appels à ton employeur. C'est du harcèlement documenté. Nous pouvons envoyer une mise en demeure immédiatement. Mais franchement, je pense que nous devrions attendre. Laissons-les continuer à parler. Laissons-les se pendre avec leurs propres mots, parce que pour l'instant, tu détiens toutes les cartes financières, et ils sont noyés sous les dettes. J'ai ressenti une vague de satisfaction sinistre. Pour la première fois de ma vie, j'avais un défenseur. J'avais un bouclier. J'ai remercié Rowena, j'ai payé ses honoraires, et je suis rentré chez moi. Je me sentais plus calme que je ne l'avais été depuis des semaines. J'ai décidé de suivre son conseil. J'ai ignoré les SMS. Je n'ai pas répondu aux publications Facebook. J'ai simplement rassemblé des captures d'écran et documenté chaque attaque. 1 semaine s'est écoulée. Le barrage de messages a commencé à ralentir alors qu'ils réalisaient que je ne réagissais pas. Je pensais qu'ils abandonnaient. Je pensais qu'ils avaient réalisé que leur tactique ne fonctionnait pas et qu'ils devraient faire face aux conséquences avec la banque. Puis, un mardi soir tranquille, on a sonné à la porte. J'ai ouvert et j'ai trouvé un huissier à l'air ennuyé sur mon porche. Il m'a demandé mon nom, m'a tendu une épaisse enveloppe Kraft, et est parti. Ce qui nous ramène au début. Au moment où j'ai ouvert l'enveloppe et vu le procès, 500 000 $ pour le coût de mon éducation. Il ne voulait plus seulement mon argent. Il voulait m'humilier devant un tribunal. Il voulait détruire ma vie complètement. Alors, j'ai décidé de leur rendre l'appareil. Si vous appréciez cette histoire jusqu'à présent, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner à, et me dire de quelle ville vous regardez dans les commentaires. Chaque commentaire aide cette vidéo à atteindre plus de monde, et j'apprécie vraiment votre soutien. Merci beaucoup d'être là. J'étais assis dans le bureau de Rowena le lendemain matin de la visite de l'huissier.
L'enveloppe Kraft reposait sur son bureau en acajou poli comme une nappe toxique. Je fonctionnais sans sommeil, alimenté entièrement par du café noir et une colère juste et brûlante. Rowana, en revanche, semblait parfaitement calme. Elle portait un tailleur bleu marine impeccable. Ses lunettes de lecture perchaient sur son nez alors qu'elle lisait méthodiquement l'assignation civile. Elle n'a pas ri. Elle n'a pas halté. Elle a juste tourné les pages avec une sorte de précision létale. Quand elle a finalement terminé, elle a enlevé ses lunettes et m'a regardé. Adler, a-t-elle dit, sa voix douce et dangereuse. En 20 ans de pratique du droit, j'ai vu des parents poursuivre leurs enfants pour des litiges commerciaux, des dommages matériels et des vols d'héritage. Mais poursuivre un enfant pour le coût rétroactif de son éducation, poursuivre pour un demi-million de dollars de soutien émotionnel, ce n'est pas seulement juridiquement infondé. C'est spectaculairement stupide. J'ai laissé échapper un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis 24 heures. Donc, ils ne peuvent pas gagner. Ils seront la risée du tribunal, m'a assuré Rowana en tapotant le papier. Mais nous n'allons pas seulement obtenir un non-lieu. Nous allons les démanteler complètement. Ils veulent ouvrir leur historique financier à un juge. Très bien. Nous allons arracher les portes de leur placard et montrer au tribunal exactement qui sont les prédateurs financiers dans cette famille. Pendant les 2 semaines suivantes, ma vie est devenue une mission de comptabilité judiciaire. Je passais chaque soirée après le travail assis sur le sol de mon salon, entouré de piles de relevés bancaires imprimés, de factures de cartes de crédit et de registres téléphoniques. J'ai surligné le paiement de 8500 $ à la compagnie de cartes de crédit de Channing. J'ai imprimé la confirmation du virement de 6500 $ à son propriétaire. Mais Rowana m'a dit de creuser plus profondément. Elle m'a dit de consulter les registres de propriété publique. Elle m'a dit d'engager un détective privé pour une vérification de base des activités financières récentes de mes parents. Ce que nous avons découvert m'a fait blêmir. Rowana m'a appelé dans son bureau un vendredi après-midi pour examiner les conclusions du détective. Elle a fait glisser un dossier épais sur le bureau. Tes parents n'ont pas seulement vidé leur compte de retraite pour verser un acompte sur cette villa de luxe pour Channing, a-t-elle expliqué, les yeux durs. Il manquait de liquidité. Alors, ils ont contracté un prêt secondaire à haut risque, un prêt prédateur, contre leur propre résidence principale. Je l'ai regardé, mon esprit luttant pour traiter l'information. Attends, tu veux dire qu'ils ont hypothéqué la maison où j'ai grandi? La maison qu'ils possédaient en pleine propriété? Exactement. A hoché la tête Rowana. Ils ont mis en jeu tout ce qu'ils possèdent. Si cette villa de luxe est saisie parce que Channing ne peut pas payer le prêt, l'effet domino déclenchera un défaut de paiement sur leur propre maison. Ils perdront les 2 maisons, Adler. Ils sont financièrement condamnés, à moins de trouver quelqu'un pour payer la note. La prise de conscience m'a frappé comme un train de marchandises. C'est pourquoi ils étaient si désespérés. C'est pourquoi ils avaient lancé la campagne de dénigrement. C'est pourquoi ils me poursuivaient pour 500 000 $. Il ne s'agissait plus seulement de maintenir le style de vie de Channing. Il s'agissait de leur propre survie. Ils avaient construit un château de cartes pour leur enfant chéri, et le vent soufflait. Au lieu de tenir Channing pour responsable, ils avaient décidé de me sacrifier pour arrêter l'effondrement. J'ai ressenti un mélange écœurant de pitié et de dégoût absolu. Ils étaient prêts à détruire tout mon avenir, mon crédit, ma tranquillité d'esprit, juste pour couvrir leurs erreurs catastrophiques. Imprime tout, ai-je dit à Rowana, ma voix plus froide qu'elle ne l'avait jamais été. Imprime chaque SMS où ma mère m'appelle son portefeuille. Imprime chaque reçu. Nous allons au tribunal. J'ai passé le week-end à organiser les preuves dans un énorme classeur à 3 anneaux. C'était mon armure. Mais à l'approche de la date du procès, un lourd sentiment d'isolement s'est installé en moi. J'avais Rowana, mais elle était mon avocate. J'avais besoin de quelqu'un dans mon camp qui partageait réellement mon sang. J'avais besoin que quelqu'un connaisse la vérité avant que le juge ne l'entende. J'ai pris une décision qui allait changer toute la dynamique de la guerre. Tôt le dimanche matin, je suis monté dans mon camion et j'ai conduit 2 heures hors de la ville, m'enfonçant profondément dans la campagne. J'allais voir mes grands-parents, Gideon et Imogen. Les parents de mon père. Ils vivaient dans une ferme tranquille et tentaculaire, entourée de chênes centenaires et de champs à perte de vue. C'étaient des gens de la vieille école, de durs travailleurs.
Gideon était un mécanicien à la retraite avec des mains plus rudes que les miennes. Et Imogen était une femme férocement intelligente qui faisait son pain elle-même et ne tolérait aucune bêtise. Ils m'avaient toujours aimé, mais ils gardaient leur distance avec le style de vie chaotique et obsédé par le statut de mes parents. Je me suis garé dans l'allée de gravier, le crissement annonçant mon arrivée. Gideon était dans son atelier de menuiserie, couvert de sueur, tandis qu'Imogen était sur le porche, s'essuyant les mains sur un tablier. Elle a vu mon visage et a immédiatement su que quelque chose n'allait pas du tout. « Entre, Adler » a-t-elle dit, me serrant dans une étreinte chaleureuse qui sentait la vanille et la fumée de bois. « Gideon, pose tes outils. Fais du café. » Nous nous sommes assis à leur table de cuisine en chêne usé. Je n'ai pas édulcoré les choses. Je n'ai rien retenu. J'ai ouvert mon sac à dos et j'ai sorti l'enveloppe Kraft et une copie de mon classeur de preuves. Je leur ai tout raconté. Je leur ai parlé de la liaison de Channing, de son licenciement de la banque, des 15 000 $ que j'ai payés pour le maintenir à flot. Je leur ai parlé du dîner piège, de la villa de luxe, de la demande de signer le prêt de 30 ans, de la campagne de dénigrement en ligne, et enfin, du procès pour 500 000 $. Pendant un long moment, la cuisine a été complètement silencieuse. Le seul son était le tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir. J'ai regardé le visage de Gideon devenir d'un rouge profond et dangereux. Il fixait l'assignation, ses mains massives tremblant légèrement. Soudain, Gideon a frappé du poing sur la table. Les tasses à café ont violemment tremblé. L'une d'elles s'est renversée, déversant un liquide sombre sur le bois, mais il n'y a même pas prêté attention. Ce garçon a complètement perdu la raison. A grogné Gideon, sa voix un grondement bas et terrifiant. Il parlait de son propre fils, mon père, Arlon. Il poursuit son propre sang pour le coût de la nourriture, pour avoir élevé un enfant. Quel genre de monstre avons-nous élevé? Imogen avait les larmes aux yeux, mais sa mâchoire était serrée comme de la pierre. Elle a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Sa poigne était étonnamment forte. Nous savions que Arlon et Altia gâtaient Channing. Nous savions qu'ils t'ignoraient, mais nous n'aurions jamais imaginé que cela dégénérerait en extorsion légale. Nous sommes si profondément désolés, Adler. Nous aurions dû intervenir il y a des années. Vous n'avez pas à vous excuser, ai-je dit, la gorge serrée. J'avais juste besoin que quelqu'un dans la famille connaisse la vérité. J'avais besoin de savoir que je n'étais pas fou. Tu n'es pas fou, mon fils, a dit Gideon en se levant. Il a attrapé un chiffon et a essuyé violemment le café renversé. Tu as bien fait de partir. Un homme qui force son plus jeune fils à payer pour les péchés de son fils aîné n'est pas un homme du tout. C'est quand, la date du procès? Jeudi prochain, ai-je répondu. Gideon a regardé Imogen. Elle a hoché la tête une fois. Nous serons là, a déclaré Gideon en croisant les bras. Nous serons assis juste derrière toi. Je veux que Arlon me regarde dans les yeux quand il se lèvera devant un juge pour essayer de te voler. Je veux qu'il voie exactement qui il a trahi. Je suis rentré en ville cette nuit-là, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. L'isolement était rompu. J'avais mon grand-père, un homme d'une droiture terrifiante, comme bouclier. Le jeudi matin est arrivé avec un ciel gris et froid. J'ai mis mon plus beau costume anthracite. Je me suis regardé dans le miroir. Je n'avais plus l'air de la bête de somme invisible. J'avais l'air d'un homme partant en guerre. Je me suis rendu au palais de justice du comté et j'ai retrouvé Rowana sur les marches de pierre. Elle portait sa mallette en cuir élégante, ressemblant à un requin sentant le sang dans l'eau. Allons mettre un terme à tout ça, a-t-elle dit en me faisant un signe de tête sec. Nous avons franchi les lourdes portes en bois de la salle d'audience. L'air sentait le vieux papier, la cire à parquet et la sueur nerveuse. J'ai balayé la salle du regard. Mes parents et Channing étaient déjà là, assis à la table des plaignants. Ils étaient tirés à 4 épingles. Arlon portait un costume sur mesure et une fausse Rolex qu'il avait achetée pour impressionner ses amis du country club. Altia portait un collier de perles et une robe de créateur. Channing était assis entre eux, l'air nerveux, sa jambe rebondissant de haut en bas. Il ressemblait à une famille riche et respectable. Mais alors les lourdes portes doubles au fond de la salle d'audience se sont ouvertes. Gideon et Imogen sont entrés. Ils étaient habillés de leurs plus beaux habits du dimanche, mais ils semblaient incroyablement déplacés parmi les avocats élégants.
Ils ont descendu l'allée et se sont assis directement dans la rangée derrière ma chaise. Mon père a tourné la tête, ses yeux ont croisé ceux de Gideon. L'expression suffisante et confiante sur le visage de Harlon s'est instantanément brisée. Il est devenu pâle, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Althea a touché nerveusement ses perles, baissant les yeux vers la table. Il savait qu'ils étaient pris. Le piège était tendu. L'huissier a appelé la salle à l'ordre et la juge Mitchell est entrée. C'était une femme sévère d'une cinquantaine d'années, avec des traits acérés et des yeux qui semblaient pouvoir couper du verre. Elle a pris son siège, a ajusté son micro, et a ouvert l'énorme dossier devant elle. La tension dans la salle était si épaisse qu'on pouvait s'étouffer avec. J'entendrai d'abord les plaignants, a annoncé la juge Mitchell, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. L'avocat de mes parents s'est levé. C'était un type mielleux et graisseux avec une terrible coupe de cheveux pour cacher sa calvitie. Il a boutonné sa veste de costume et s'est approché avec confiance du podium. Votre honneur, nous sommes ici aujourd'hui en raison d'une rupture tragique du devoir familial, a-t-il commencé, sa voix dégoulinant d'un chagrin théâtral. Mes clients, Harlon et Althea, ont consacré leur vie entière à élever le défendeur, Adler. Ils lui ont fourni un abri, une éducation, un soutien émotionnel, et des ressources financières infinies. Ils ont sacrifié leurs propres années dorées pour s'assurer qu'il ait une vie prospère. J'ai regardé Channing. Il fixait le sol. Et maintenant, a poursuivi l'avocat, levant les mains avec incrédulité. Dans leur période de besoins financiers désespérés, alors qu'ils luttent pour garder un toit sur la tête de leur fils aîné, le défendeur leur a tourné le dos sans cœur. Il a accumulé sa richesse et a refusé d'aider sa famille. Nous demandons 500 000 $ de dédommagement pour le coût de son éducation, ce qui est une estimation conservatrice du fardeau financier qu'il a représenté pour eux pendant 18 ans. La juge Mitchell a cessé d'écrire. Elle a posé son stylo très lentement. Elle a croisé les doigts et a regardé l'avocat mielleux pendant 10 longues et angoissantes secondes. Maître, a-t-elle dit, sa voix dangereusement calme. Laissez-moi m'assurer que je comprends bien votre argument. Vous citez une rupture tragique du devoir familial. Connaissez-vous une loi, étatique ou fédérale, qui autorise un parent à facturer à son enfant le coût rétroactif de la nourriture, de l'eau et du logement fournis pendant la minorité de l'enfant? L'avocat s'est raclé la gorge, semblant soudainement moins confiant. Eh bien, votre honneur, c'est un cas sans précédent, mais nous pensons que selon les principes de l'enrichissement sans cause. L'enrichissement sans cause? A interrompu la juge Mitchell, sa voix montant en volume. Êtes-vous sérieusement en train de soutenir qu'un enfant qui survit à son enfance s'enrichit injustement aux dépens de ses parents? C'est la définition même de la parentalité, maître. On ne se fait pas rembourser parce qu'on n'est pas satisfait de l'adulte que son enfant est devenu. L'avocat a bafouillé, se retournant vers mes parents. Votre honneur, mes clients sont au bord de la faillite. Ils ont contracté des prêts pour aider leur autre fils, et le défendeur a promis de payer le prêt, puis s'est méchamment rétracté, causant une détresse émotionnelle et financière grave. C'était un mensonge flagrant, et Rowana le savait. Elle s'est levée instantanément. Objection, votre honneur. C'est une pure invention. Nous avons des preuves documentaires prouvant qu'une telle promesse n'a jamais été faite, et nous avons des preuves montrant exactement qui a financièrement saigné qui. La juge Mitchell a regardé Rowana. Rejeté pour l'instant, mais je veux voir ces preuves, a-t-elle dit sèchement. L'avocat mielleux s'est assis, essuyant la sueur de son front. C'était notre tour. Rowana s'est approchée du podium. Elle n'a pas apporté de bloc-notes. Elle a apporté l'énorme classeur à 3 anneaux. Elle l'a laissé tomber sur le podium en bois avec un bruit lourd et fort qui a fait sursauter physiquement Channing. Votre honneur, a commencé Rowana, sa voix résonnant d'une autorité absolue. Cette poursuite n'est pas seulement frivole. C'est un acte d'extorsion financière malveillante. Les plaignants ne sont pas des victimes. Ce sont des facilitateurs qui essaient de forcer mon client à payer pour les choix imprudents et destructeurs de leur fils aîné, Channing. Rowana a ouvert le classeur. Elle a sorti la première pile de papiers et les a remis à l'huissier, qui les a remis à la juge. Pièce à conviction à, votre honneur. Des relevés bancaires prouvant que mon client, Adler, a volontairement payé 8 500 $ pour effacer la dette de la carte de crédit de Channing il y a à peine 2 mois, empêchant la coupure de ses services publics. Mes parents semblaient stupéfaits.
Il n'avait aucune idée que j'avais gardé les reçus. Pièce à conviction B, a poursuivi Rowena, son rythme s'accélérant. Un reçu de virement bancaire montrant que mon client a payé $6 500 au propriétaire de Channing pour 4 mois de loyer d'avance afin de l'empêcher d'être expulsé. La juge Mitchell a feuilleté les pages, ses yeux s'écarquillant légèrement. Rowena ne s'est pas arrêtée. Pièce à conviction C, des SMS d'Altia exigeant qu'Adler signe un prêt immobilier de 30 ans pour une villa de luxe qu'il ne possède pas et dans laquelle il ne vivra jamais. Et pièce à conviction D, un rapport d'enquête financière montrant que les plaignants ont hypothéqué leur propre résidence principale avec un prêt prédateur pour acheter cette villa, et tentent maintenant de poursuivre mon client pour se sauver de leur propre mauvaise gestion financière désastreuse. La salle d'audience était d'un silence de mort. Le tableau que Rowena avait peint était dévastateur, factuel et indéniable. Elle avait dépouillé leurs fausses Rolex et leur chagrin théâtral, les exposant comme des escrocs désespérés. Mais elle n'avait pas fini. Elle avait un dernier coup fatal à porter. Un secret que j'avais gardé jusqu'à ce moment précis. Votre honneur, a dit Rowena, sa voix tombant à un quasi-murmure qui a capté l'attention de toute la salle. Il y a une dernière pièce à conviction. Pièce à conviction E. Elle a remis un seul document estampillé à l'huissier. La juge l'a pris, fronçant les sourcils en le lisant. J'ai regardé Channing. Il transpirait abondamment, essuyant ses paumes sur son pantalon cher. Il pensait que le loyer et les cartes de crédit étaient le pire. Il avait tort. Rowena s'est retournée et a pointé un doigt parfaitement manucuré directement sur Channing. Mon client n'a pas seulement payé le loyer et les cartes de crédit. Au cours des 6 derniers mois, depuis le début du divorce de Channing, Adler a secrètement payé les frais de scolarité de l'école privée pour les 2 jeunes fils de Channing, Liam et Noah. C'est une somme de $12 000. Ma mère a eu un hoquet de surprise. Altia a attrapé le bras de Harlon, son visage se tordant sous le choc. Il n'en avait aucune idée. Pourquoi était-ce un secret? A demandé Rowena à la salle de manière rhétorique. Parce que lorsque Channing a reçu l'argent des frais de scolarité de la pension alimentaire de son ex-femme, il n'a pas payé l'école. Les relevés bancaires montrent qu'il a pris cet argent et l'a dépensé dans un casino à gros enjeux dans l'état voisin. Il a joué et perdu l'argent destiné à l'éducation de ses enfants. Mon client est intervenu pour payer l'école directement afin que ses neveux ne soient pas renvoyés. Le silence qui a suivi était absolu. C'était le genre de silence qui se produit juste après l'explosion d'une bombe, avant que les cris ne commencent. Le visage de la juge Mitchell est devenu d'un rouge marbré et dangereux. Elle a lentement posé le papier sur son bureau. Elle a regardé Harlon et Altia qui étaient figés d'horreur. Puis son regard s'est fixé sur Channing. L'enfant chéri tremblait. Monsieur Channing, a dit la juge Mitchell, sa voix basse et terrifiante. Levez-vous. Channing s'est lentement levé. Il ressemblait à un rat acculé. Votre jeune frère, a commencé la juge Mitchell, articulant chaque syllabe. A payé vos dettes. Il a payé votre loyer. Il a payé l'éducation de vos enfants après que vous ayez joué leur argent. Il a dépensé près de $30 000 pour vous empêcher de vivre dans la rue. Et vos parents sont assis dans ma salle d'audience, exigeant qu'il leur paie un demi-million parce qu'il a refusé de vous acheter une villa de luxe. Channing a dégluti difficilement. Il a regardé ses parents, puis la juge. Le sentiment de droit qui lui avait été inculqué pendant 37 ans a soudainement flambé, l'emportant sur tout instinct de survie de base. Ce fut l'erreur la plus catastrophique de sa vie. Eh bien, votre honneur, a balbutié Channing, sa voix nasillarde et défensive. Il gagne beaucoup d'argent. Il n'a pas de famille. Ce n'est pas juste que j'ai tout perdu dans mon divorce et qu'il puisse juste vivre confortablement. C'est mon frère. Il est censé partager la richesse. J'ai entendu mon grand-père Gideon grogner de dégoût depuis le banc derrière moi. La juge Mitchell a regardé Channing comme s'il était un cafard qui venait de ramper sur son bureau. Je ne suis pas marié, monsieur Channing, a-t-elle dit, sa voix tombant à un murmure létal. Je n'ai pas d'enfant. Je gagne un salaire très confortable. Selon votre logique, devrais-je être légalement obligé de payer votre loyer? Devrais-je payer pour vos voyages au casino? Channing a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Je ne pense pas, a-t-elle lancé sèchement, abattant son marteau avec un craquement assourdissant. Merci d'avoir suivi ce voyage jusqu'à présent.
J'ai une petite demande à vous faire. Veuillez écrire le mot terminé dans les commentaires ci-dessous. C'est notre code secret pour les vrais fans qui regardent l'histoire jusqu'à ce point. Je lirai, j'aimerai et je répondrai à chaque commentaire contenant le mot terminé. Votre soutien compte énormément pour moi. Maintenant, assistons aux conséquences. La juge Mitchell s'est levée. Sa robe noire flottait autour d'elle, lui donnant l'air d'une figure imposante de la vengeance. Elle n'a pas regardé les avocats. Elle a regardé directement Arlon et Althia. J'ai présidé le tribunal de la famille pendant très longtemps. A-t-elle tonné, sa voix résonnant sur les murs lambrissés. J'ai vu la cupidité. J'ai vu la méchanceté, mais j'ai rarement vu un abus du système juridique aussi répugnant et moralement corrompu que celui-ci. Arlon s'est assis sur sa chaise. Althia a commencé à pleurer, mais ce n'était pas des larmes de remords. C'étaient des larmes d'humiliation, parce qu'ils étaient enfin tenus responsables en public. Vous avez intenté une poursuite frivole et extorsionniste contre un fils qui n'a fait que se saigner à blanc pour nettoyer les dégâts catastrophiques de votre famille, a poursuivi la juge. Vous avez permis à un homme adulte de se comporter comme un enfant parasite, et lorsque vous avez manqué d'argent pour financer ses illusions, vous avez essayé d'asservir votre plus jeune fils à une dette de 30 ans. Vous êtes une honte absolue pour le titre de parent. Elle a pris son marteau. Cette affaire est rejetée avec préjudice. Cela signifie que vous ne pourrez plus jamais ramener ces ordures dans une salle d'audience. De plus, j'ordonne au plaignant de payer l'intégralité des frais de justice du défendeur. Chaque centime. La séance est levée. Elle a abattu le marteau si fort que le son a résonné dans mes oreilles. Elle a tourné les talons et est sortie de la salle d'audience en trombe. C'était fini. J'avais gagné. J'ai laissé échapper un énorme souffle tremblant et je me suis affalé sur la table. Rowana a posé une main sur mon épaule, la serrant fermement, victorieusement. On l'a fait, a-t-elle murmuré. Je me suis levé, ajustant ma veste de costume. Je me suis retourné pour regarder mes grands-parents. Gideon avait un sourire féroce et fier sur son visage. Imogen essuyait une larme de soulagement de sa joue. Je me suis dirigé vers le fond de la salle d'audience, voulant sortir de ce bâtiment le plus vite possible. Mais alors que j'atteignais les lourdes portes en bois, j'ai entendu des pas se précipiter derrière moi. Adler, attends. C'était ma mère, Althia. Son visage était strié de mascara qui avait coulé. Ses fausses perles cliquetaient alors qu'elle trottinait pour me rattraper dans le couloir. Arlon et Channing la suivaient, l'air complètement vaincu. Adler, s'il te plaît. A sangloté Althia en attrapant mon bras. Sa poigne était frénétique. Tu ne peux pas laisser les choses comme ça. Tu as entendu la juge. Nous devons payer tes frais de justice. Nous n'avons pas l'argent. La banque va saisir la villa et ils vont prendre notre maison aussi. Nous serons sans abri. S'il te plaît, tu dois nous aider. J'ai baissé les yeux sur sa main qui agrippait ma manche. Je n'ai absolument rien ressenti, ni colère, ni pitié, juste un vaste océan vide d'indifférence. J'ai doucement détaché ses doigts de mon bras. Vous avez fait votre lit, ai-je dit, ma voix calme et froide. Maintenant, allez vous y coucher. Arlon s'est avancé, le visage rouge de colère désespérée. Tu vas laisser tes propres parents se retrouver à la rue? A-t-il exigé. Avant que je puisse répondre, une main massive s'est abattue sur l'épaule de Arlon. C'était Gideon. Mon grand-père a fait pivoter son propre fils pour lui faire face. Les yeux de Gideon brûlaient d'une fureur terrifiante. Tu n'es pas mon fils, Arlon. A craché Gideon, sa voix résonnant fort dans le couloir de marbre. Tu as provoqué cela par ta vanité et ta cupidité. Ne contacte plus jamais ce garçon. Et ne prends pas la peine de venir à la ferme mendier de l'aide, car tu es rayé de mon testament à compter de cet après-midi. La mâchoire de Arlon est tombée. La dernière bouée de sauvetage qu'il avait, son héritage, venait d'être coupée devant tout le monde. Il avait l'air sur le point de vomir. Allons-y, Adler. A dit Gideon en passant son bras autour de mon épaule. On va s'offrir un dîner de steak. Je suis sorti du palais de justice, flanqué de la seule famille qui comptait vraiment. L'air frais a frappé mon visage et pour la première fois en 34 ans, je me suis senti complètement, indéniablement libre. Les chaînes étaient brisées.
Cela fait exactement 1 an que la juge a abattu son marteau et brisé les illusions de ma famille. Beaucoup de choses peuvent changer en 365 jours quand on ne porte plus le poids écrasant de personnes toxiques sur son dos. Ma carrière a explosé sans le stress constant et le fardeau financier de renflouer Channing. J'ai pu me concentrer entièrement sur mon travail. L'entreprise de logistique m'a promu directeur régional des opérations de flotte. Cela s'est accompagné d'une augmentation de salaire massive et d'une voiture de fonction. J'ai pris l'argent que j'avais économisé et je me suis acheté un magnifique appartement penthouse moderne en bordure de la ville. Il a des bails vitrés du sol au plafond, un balcon panoramique, et personne n'est autorisé à entrer à moins d'apporter la paix dans ma vie. J'ai aussi commencé à fréquenter une femme merveilleuse qui pense que je suis l'homme le plus fiable qu'elle ait jamais rencontré. Principalement parce qu'elle n'a aucune idée à quel point la barre avait été placée bas par mon frère. En parlant de mon frère et de mes parents, le karma n'a pas seulement frappé à leur porte. Il a défoncé la porte. Grâce au ragot de la famille élargie, j'ai appris les détails brutaux de leur effondrement. Comme Rowena l'avait prédit, ils n'ont pas pu payer les mensualités massives de la villa de luxe. La banque l'a saisie en moins de 6 mois. Parce qu'ils avaient utilisé leur propre maison comme garantie avec ce prêt prédateur, les dominos financiers sont tombés durement. Mes parents ont perdu la maison où j'ai grandi. La maison avec la pelouse impeccable, la grande allée, la maison où ils ont organisé le dîner piège. Disparu. Saisis par la banque. Arlon et Altia ont été contraints de déclarer faillite. Ils ont dû emménager dans un appartement de 2 chambres, exigu et déprimant, dans le mauvais quartier de la ville. Et le meilleur, c'est que Channing a dû emménager avec eux. L'enfant chéri, l'ancien directeur de banque qui était trop bien pour un appartement normal, dort maintenant sur un canapé-lit dans le salon de ses parents en faillite. J'ai entendu dire qu'il travaille de nuit dans un grand magasin, gagnant à peine le salaire minimum, tandis que son ex-femme Fallon conserve la garde exclusive de mes neveux. J'ai ressenti une brève pointe de tristesse pour Liam et Noah. Mais Gideon et Imogen ont créé un fonds fiduciaire privé pour les garçons, auquel Channing ne peut pas toucher. Les enfants s'en sortiront. Je pensais que le silence de mes parents était permanent. Je pensais que l'humiliation absolue au tribunal et la réalité de leur faillite leur avaient enfin appris une leçon. J'avais tort. Le narcissisme est une maladie incurable. La semaine dernière, un email a échappé à mes filtres anti-spam. J'ai vu le nom de l'expéditeur, Altia. J'ai failli le supprimer immédiatement, mais la curiosité morbide l'a emporté. Je l'ai ouvert. Ce n'étaient pas des excuses. Ce n'était pas un appel au pardon. Il se lisait exactement comme suit. Adler, nous avons appris par tante Darby que tu as eu une grosse promotion et que tu as acheté un immense appartement penthouse. Félicitations. Comme tu le sais, les choses sont très difficiles ici. L'appartement est trop petit pour moi, ton père et Channing. Puisque tu as tout cet espace vide là-haut dans ton penthouse et que tu vis seul, nous avons décidé qu'il serait plus logique que Channing emménage avec toi. Cela l'aidera à se remettre sur pied. Nous le déposerons avec ses bagages samedi matin. Assure-toi d'avoir une clé de rechange prête. Maman. Je me suis assis sur mon canapé en cuir coûteux, regardant l'horizon de la ville, et j'ai lu l'email 3 fois. Ils étaient en faillite, vivaient dans un taudis, détruits par leur propre sentiment de droit. Et ils croyaient toujours avoir l'autorité d'attribuer ma chambre d'amis à l'enfant chéri. C'était à couper le souffle. C'était véritablement une merveille psychologique. Je ne me suis pas mis en colère. Je n'ai pas tapé une réponse furieuse énumérant leurs crimes. J'ai simplement souri. J'ai cliqué sur le bouton supprimer, bloqué l'adresse email de façon permanente, et je suis retourné boire mon café. Le samedi matin est arrivé et reparti. Personne ne s'est présenté. Même s'il l'avait fait, l'immeuble a un gardien de sécurité 24 heures sur 24 qui les aurait jetés à la rue. J'ai réalisé quelque chose de profond ce matin-là. Le contraire de l'amour n'est pas la haine. Le contraire de l'amour est l'indifférence. Je ne déteste plus mes parents ni mon frère. Je me fiche tout simplement de savoir s'ils existent. Ce sont des étrangers pour moi. Des personnages dans un mauvais film dont je suis sorti il y a longtemps. Alors, Reddit, je suis assis ici sur mon balcon, regardant le coucher du soleil, vivant la vie exacte que j'ai toujours méritée. Certains membres de ma famille élargie chuchotent encore que je suis sans cœur.
Ils disent que j'aurais dû les aider une dernière fois pour éviter à mes neveux de voir leur père toucher le fond. Ils disent que la famille, c'est la famille, peu importe à quel point elle est toxique. Mais je connais la vérité. J'ai acheté ma paix avec un cœur brisé et une avocate impitoyable. Et je ne m'excuserai jamais d'avoir choisi ma propre survie. Ai-je tort d'être parti complètement et de les avoir laissés brûler dans le feu qu'ils ont allumé? Avez-vous déjà dû couper les ponts avec des membres de votre famille toxique pour vous sauver? Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin de ce voyage fou. Si mon histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner à, et me faire part de vos réflexions dans les commentaires. Votre soutien maintient cette chaîne en vie, et cela me rappelle que se défendre n'est jamais le mauvais choix. À la prochaine.